Bonjour les chimistes, ici Blablaro. Allez, on attaque le deuxième épisode sur les réactions de Diels-Alder et on va commencer par répondre à la question que je vous avais posée à la fin de la vidéo précédente. Pourquoi la réaction de Diels-Alder historique a un rendement tout pourri? Alors attention, à partir de maintenant, la grande majorité du contenu en ce qui concerne les cours et les exercices de chimie organique vont être publiés sur ma chaîne secondaire, Raphaël Blaro. D'accord? Donc je vous mets le lien dans la descriptif, mais ceux qui sont là pour ça, ne ratez pas ce qu'il y a sur l'autre chaîne parce qu'elle est faite exclusivement pour vous. Alors regardez, on va reprendre les orbitales frontalières. Imaginons que... alors n'oubliez pas que l'interaction prépondérante, quand vous êtes sous contrôle cinétique frontalier, c'est l'interaction HO-BV avec le plus faible écart énergétique. Donc admettons, moi je suis la HO du butadiène, et donc je cherche la BV la plus basse en énergie pour interagir avec moi. Si vous regardez les orbitales frontalières que je vous ai données, eh bien il se trouve que la BV d'une autre molécule de butadiène est plus basse en énergie que la BV de l'éthylène. Ça veut dire qu'en tant que butadiène, je préfère aller faire une Diels-Alder avec un autre butadiène qu'avec une molécule d'éthylène. Et donc c'est ça qui va se passer, c'est qu'il y a une réaction parasite principale, finalement, du butadiène sur lui-même, avec une molécule de butadiène qui joue le rôle de diène conjugué et l'autre molécule de butadiène qui joue le rôle de diénophile. Et donc, vous avez la réaction suivante et vous obtenez ce produit-là majoritairement, ce qui fait que votre réaction de Diels-Alder attendue ne se fait pas du tout. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça? Eh bien, on doit pouvoir trouver un moyen de résoudre ce problème, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait faire en sorte que, par exemple, la BV de l'éthylène se retrouve plus basse que la BV d'un butadiène. Et donc ça, il y a un moyen simple de le faire. Si vous voulez abaisser la BV, ça veut dire que vous voulez exalter l'électrophilie. Alors là, je vous renvoie au cours, évidemment, sur les orbitales frontalières. Encore une fois, je vous mets tout ce qu'il faut toujours dans la description de la vidéo. Et ce qui fait qu'on va pouvoir gérer ça, par exemple, en greffant un groupement électroattracteur sur le diénophile, ou en greffant un groupement électrodonneur sur le diène. Donc en fait, les substituants, s'ils sont bien choisis, vont permettre de résoudre ce problème. Allez, on passe à l'aspect cinétique pour illustrer ça très rapidement. Regardez, je vous mets les résultats suivants. Et là, on voit que sur la molécule d'éthylène, on a mis un groupement cyano. Et déjà, rien qu'avec ce groupement cyano, on a une constante de vitesse relative, bon, on la pose égale à 1, mais on voit que la réaction est beaucoup plus rapide que la réaction prototype, dont on a parlé avant. Alors dans le deuxième exemple, il y a 4 groupements cyano dans le tétracyanoéthylène, et là on voit que la constante de vitesse, elle est multipliée par un facteur 10 puissance 7. Hein. Ça fait quand même 10 millions, hein. C'est pas rien les petits chimistes. Ok, l'exemple suivant. On voit que le diène conjugué va être substitué par des groupements méthoxy. Et donc les groupements méthoxy, là aussi on voit que, boum, la constante de vitesse passe de 10 puissance 7 à 10 puissance 12. Donc on multiplie encore tout ça par 100 000. Bon, on voit que la présence des substituants a un impact phénoménal sur la cinétique de la réaction. Alors comment on peut expliquer tout ça? Vous allez voir, c'est très simple. Si on prend par exemple le groupement cyano qui est ici, il a un effet inductif attracteur du fait de l'électronégativité de l'azote qui est supérieure à celle du carbone, mais il a un effet mésomère attracteur également, ce qui en fait un groupe électroattracteur, puisqu'il a deux effets attracteurs qui se cumulent. Alors pour l'effet mésomère, je vous remets rapidement les formes mésomères qui permettent de le retrouver. D'accord, j'espère que vous maîtrisez ça. Sinon, je vous invite à aller revoir les cours sur les effets électroniques. Hein. Tout est sur le site, sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est vraiment un incontournable si vous voulez faire de la chimie organique à peu près correctement. Donc, un groupement électroattracteur, qu'est-ce qu'on voit? Ça exalte l'électrophilie. Et donc, comme un électrophile est d'autant plus fort que sa BV est basse en énergie, eh bien, ça va abaisser l'orbitale basse vacante. Et donc, on comprend bien que cette orbitale basse vacante de l'éthylène substituée par un groupement cyano, elle va passer en dessous de celle du butadiène, et du coup, la réaction prépondérante devient bien celle qu'on voulait, celle entre le diène conjugué et le diénophile, enfin l'alcène substitué, dans notre cas. Alors d'ailleurs, si je vous mets l'énergie et les orbitales frontalières, regardez le cyanoéthylène, là, on voit bien la BV qui est plus basse en énergie que celle de l'éthylène, d'accord, ce qui confirme ce que j'ai dit. Au niveau de la HO, elle est légèrement abaissée, mais on voit que l'effet n'est pas très grand. Bon, donc voilà, l'interprétation, c'est que le groupement électroattracteur diminue considérablement la BV et l'interaction prépondérante devient celle entre le butadiène et le diénophile. Allez, on enchaîne. Bon, dans l'exemple suivant, on a juste 4 groupements cyano, donc l'effet est cumulatif. Par contre, le troisième exemple est plus intéressant, puisque là, on a un nouveau groupement, le groupement méthoxy.
Alors ce groupement méthoxy, il est inductif attracteur déjà du fait de l'électronégativité de l'atome d'oxygène, mais il est également mésomère donneur en raison du doublet non liant. Donc globalement, comme l'effet mésomère est plus fort que l'effet inductif, sauf dans le cas des halogènes en général, ça en fait un groupement électrodonneur qui enrichit le diène. Alors pour ceux qui ne sont pas très sûrs de leur coup sur la mésomérie, j'écris la mésomérie générée par l'un des groupements méthoxy sur le côté. Mais en tout cas, ce qu'il faut regarder, c'est que ça fait monter considérablement l'énergie de l'orbital haute occupée HO. Ce qui est une très bonne nouvelle. Donc si je récapitule, sur ce petit diagramme ici, on voit qu'un butadiène enrichi en électrons, on va avoir globalement des orbitales qui montent un peu en énergie, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est la HO, celle qui est responsable de la nucléophilie, hop, qui va monter. Et dans le cas de l'éthylène appauvri en électrons, on va avoir un abaissement des orbitales, mais en particulier de la base vacante. Donc le bon moyen pour retrouver ces éléments-là, sans les apprendre, c'est de se rappeler du lien entre groupement électroattracteur électrodonneur et nucléophilie électrophilie, et puis du coup du lien entre nucléophilie électrophilie et l'énergie des orbitales frontalières HO et BV. Et donc si vous avez ça en tête, après ça devient assez facile. Alors la conséquence de ça, c'est que la réaction de Diels-Alder est cinétiquement plus favorable lorsqu'un réactant est électroniquement enrichi et l'autre électroniquement appauvri. Pour cette histoire de cinétique, c'est tout. Alors, je voudrais faire une petite précision, parce que très souvent, on va trouver le diène conjugué enrichi en électrons et le diénophile appauvri en électrons. Ce qu'on appelle la règle d'Alder. La réaction est plus favorable si j'enrichis le diène conjugué et j'appauvris le diénophile. Néanmoins, gardez bien en tête que l'inverse fonctionne aussi, il n'y a pas de raison. Le principe, c'est de rapprocher l'écart HO-BV, peu importe dans quel sens. Seulement, si c'est le diénophile qui est enrichi et le diène qui est appauvri en électrons, on parle de réaction de Diels-Alder à demande inverse. Mais à Amy, j'ai envie de vous dire ça, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que la réaction fonctionne. Donc, vous mettez des donneurs d'électrons d'un côté, des mangeurs d'électrons de l'autre côté, et ça a fonctionné. Par contre, si je mets des donneurs d'électrons des deux côtés, c'est comme si je me retrouvais avec deux nucléophiles. Voilà, ça n'a pas fonctionné très bien. Et puis, si je me retrouve avec deux attracteurs d'électrons, je vais avoir en quelque sorte deux électrophiles, ça n'a pas non plus fonctionné. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Passons maintenant à la régiosélectivité. Alors voilà, je vous donne l'exemple suivant, avec un diène conjugué substitué par un groupement méthoxy, et puis le diénophile substitué par un cyano. Et puis je vous mets des orbitales frontalières ici, qui sont bien choisies. Alors je vais vous demander de mettre pause et de faire deux choses. Mais enfin, écoutez-moi avant de mettre pause quand même. Donc vous allez mettre pause et vous allez essayer de déjà représenter les deux régioisomères possibles, donc les deux qu'on peut attendre. Et puis ensuite, en vous appuyant sur la théorie des orbitales frontalières, vous allez devoir déterminer quel est le régioisomère majoritaire. Donc c'est un petit exercice que je vous demande en live. Donc là, voilà, vous pouvez mettre pause. J'attends. Allez, on va dire que c'est bon. Bon, alors les deux régioisomères, on peut faire réagir les composés face à face de la même manière qu'ils sont représentés, ou sinon vous pouvez très bien imaginer que vous retournez par exemple le diénophile avec le cyano vers le bas, et que donc l'approche va changer, et on aura aussi le régioisomère suivant. Bon, ok. Au niveau des orbitales, ce qu'il faut voir, c'est que le diène conjugué, il porte un groupement électrodonneur, donc il a une HO qui est haute en énergie, alors que le diénophile porte un groupement électroattracteur, il a une BV basse en énergie. Donc l'interaction prépondérante, c'est la HO du diène conjugué et la BV du diénophile. Une fois que j'ai trouvé l'interaction prépondérante, c'est comme d'habitude, je dois aller chercher l'approche qui maximise le recouvrement. Alors là, je vous demande d'admettre quelque chose, c'est quand vous avez les coefficients dans les orbitales, c'est de voir qu'en fait le recouvrement total en valeur absolue va être maximisé lorsque les atomes qui portent les plus gros coefficients vont se lier entre eux. Donc je vais prendre le plus gros coefficient dans la BV de l'électrophile et le plus gros coefficient dans la HO du nucléophile. Et donc c'est cette liaison-là qui va se former le plus rapidement. Et du coup, l'autre liaison de la réaction de Diels-Alder se fera entre des coefficients plus petits. Illustrons ça dès maintenant. Je prends le diène conjugué. Alors ce qu'il faut remarquer déjà, c'est que la première orbitale qu'on vous donne donc je vais les chercher sur orbimol, je vous invite vraiment à aller voir aussi. Il y a plein d'orbitales qui sont en libre service, des diagrammes d'énergie, je vous mets le lien aussi dans la description, c'est vraiment top. Voilà. Donc, quand je lui demande la HO du diène conjugué, là, moi, je ne vois pas trop quel est l'atome qui porte le plus gros coefficient. Donc, il faut jouer sur le cutoff. Le cutoff, ça définit la valeur de la surface d'isodensité. Ok ? On se rappelle ? Bref, donc je joue sur le cutoff, et là, je vois que le coefficient est clairement plus gros sur le carbone adjacent au carbone porteur du groupe méthoxy. Donc, c'est ce carbone-là.
Du coup, c'est lui qui porte le plus gros coefficient dans la HO. Et puis de l'autre côté, je fais le même travail sur le diénophile. Donc là, pareil, dans la BV qui m'est donnée directement, je ne vois pas très bien. Je joue sur le cutoff et j'arrive à déterminer que c'est l'atome du bas qui porte le plus gros coefficient. Donc effectivement, les deux atomes qui portent les plus gros coefficients vont se lier l'un à l'autre. Et il se trouve que je vais déterminer comme ça le régiosomère majoritaire. Alors là, je mets ultra majoritaire parce que dans le cas de cette réaction, on n'obtient quasiment que lui, mais il vous suffit de dire que c'est le composé majoritaire, hein, celui qui s'est formé le plus rapidement. Eh bien écoutez, je trouve que c'est déjà pas mal parce qu'on a vu en gros l'impact des substituants sur la cinétique et la régiosélectivité de la réaction de Diels-Alder. N'oubliez pas comme d'hab d'aller consulter un petit peu les liens que je vous mets dans la description. Si vous souhaitez soutenir ce type de vidéo pour en avoir plus, rendez-vous sur Utip ou sur Tipeee. Et d'ailleurs je remercie très sincèrement les tipeurs qui nous aident. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la dernière vidéo de cours sur la réaction de Diels-Alder qui va concerner la stéréospécificité qui est due à la position relative des substituants et la stéréosélectivité qui provient de l'approche endo-exo. A tout de suite.